Des dizaines de milliers de voitures supplémentaires chaque jour dans nos villes. Des millions de tonnes de CO2 en plus. Des hectares de forêts et des terres agricoles qui disparaissent sous le bitume. Des espèces menacées chassées de leur habitat. Du bruit, du bruit, du bruit. Des années de chantier insupportables. Des bouchons encore plus larges. Du bruit, du bruit, du bruit. Un air encore plus pollué. Un effet d'entonnoir à l'entrée des villes. Une augmentation des coûts de la santé. Des projets de train menacés. Des autoroutes à 2 étages. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on vous parle de l'élargissement des autoroutes et dans cette vidéo, on va vous donner 10 raisons de voter non. En bref, élargir les autoroutes n'est non seulement pas une solution, mais pire encore, ça va aggraver la situation. Le 24 novembre, la population suisse votera sur un crédit de 5,3 milliards de francs pour 6 projets d'élargissement d'autoroutes dans des grandes villes suisses ou à proximité immédiate de celles-ci. Les défenseurs du oui prétendent qu'il ne s'agit que de petits ajustements par-ci, par-là. En réalité, ces projets sont monstrueux. À Bâle, c'est un énorme tunnel de 9 km sous le Rhin qui détruirait jusqu'à 150 jardins familiaux et des parcs publics. À Berne, c'est notamment une autoroute qui serait élargie à 8 voies. À Saint-Gall, c'est un méga projet en pleine ville qui détruirait des logements, des bureaux, un restaurant, supprimerait des voies de bus et empêcherait le développement d'une zone importante de la ville. À Schaffhouse, il y aurait même la première autoroute à 2 étages de toute la Suisse. Et en Suisse romande, il s'agit d'élargir l'A1 entre Nyon et Genève à 6 voies et d'agrandir l'échangeur du Vengeron, la jonction de Coppet, mais aussi la jonction de Nyon, qui deviendrait énorme, détruisant un champ entier. Voici les 10 raisons de dire non à l'extension des autoroutes. Allez, construisons juste une voie en plus, juste une, ça va résoudre les bouchons, c'est promis. Ça, c'est ce qu'on entend dans la bouche du lobby routier dans le monde entier. Et partout, toutes les expériences montrent que ça ne fonctionne pas. Car élargir les routes ne résout pas les embouteillages. Ça attire davantage de trafic et c'est ce qu'on appelle le trafic induit. Et ce trafic induit, il génère à terme encore davantage de bouchons. Et c'est un phénomène tellement connu que les ingénieurs en mobilité l'appellent même loi fondamentale de la congestion routière. Mais pourquoi est-ce que ça se produit ? En fait, c'est assez simple à comprendre. Tout élargissement crée un effet d'aubaine. C'est une promesse de fluidité pour les automobilistes. Et en effet, dans les premiers temps, le trafic se fluidifie un peu. Sauf que très vite, ça attire des automobilistes supplémentaires, des gens qui auraient pris un autre mode de transport auparavant pour ce trajet, ou qui n'auraient pas fait ce trajet, ou pas à l'heure de pointe. Bref. Les gens adaptent leur comportement en fonction de l'offre à disposition. Ils le font sur des décisions à court terme, comme aller faire des courses dans un commerce plus loin de chez eux, ou manger dans un restaurant loin de leur quartier. Ils le font aussi pour des décisions à moyen terme, inscrire leur enfant dans un club de sport un peu plus loin plutôt qu'à proximité de leur domicile. Et ils prennent aussi des décisions à plus long terme, à l'occasion d'un changement de vie. Si l'autoroute promet d'être plus efficace, on acceptera plus volontiers un emploi plus loin de chez soi, ou on se décidera à déménager plus loin, dans une maison à la campagne, parce que l'autoroute permet théoriquement d'arriver vite sur son lieu de travail. En bref, le gain de temps que permet l'autoroute n'est pas utilisé pour diminuer le temps passé dans le transport, mais pour aller plus loin. Ce sont ces dizaines de milliers de décisions individuelles qui finissent par créer ce qu'on appelle le trafic induit. Un trafic qui n'aurait pas eu lieu si on n'avait pas construit l'infrastructure. Ce phénomène a été théorisé dès les années 1930. Il a depuis été confirmé par des milliers d'observations et d'études dans le monde entier. Et généralement, tout ça se produit en 3 temps. D'abord, la route est engorgée. Les usagers se plaignent des bouchons, les milieux économiques protestent et la presse relaie le mécontentement. Ensuite, des politiciens disent qu'il faut agir, qu'il faut fluidifier, adapter les infrastructures à la demande et on construit un nouveau contournement, un nouveau tunnel, on élargit une route. Une fois inauguré, tout le monde se félicite et les élus sont réélus pour de nouveaux mandats. Mais le trafic induit arrive et après quelques années, la nouvelle infrastructure est à nouveau saturée. Et on revient au point de départ. Bouchons, protestations, etc. Ce phénomène a même été chiffré. Si on augmente de 10% la capacité d'une autoroute, cela entraîne une augmentation de 10% du trafic en seulement 5 à 10 ans. Toute capacité supplémentaire n'apporte donc qu'un soulagement à très court terme. Et tout effet positif est annulé en quelques années. Le phénomène du trafic induit est observé partout dans le monde. On pourrait citer des exemples innombrables en Australie, en Asie, au Canada, en Europe. Oui, mais ça ne concerne pas la Suisse. Chez nous, c'est différent. Prenons le projet d'élargissement à 6 voies entre Genève et Nyon qui sera soumis au vote le 24 novembre. On a regardé le rapport technique de l'Office fédéral des routes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dedans ? Je vous le donne en mille. Élargir va créer du trafic induit. Le rapport prévoit même que dans les premières années après sa mise en service, le trafic explose littéralement, plus 14% par an durant 2 ans. Puis le trafic continuera d'augmenter jusqu'à ce que l'autoroute arrive à saturation seulement 10 ans après sa mise en service. Il ne faudra donc que 10 ans pour que la nouvelle autoroute à 6 voies soit aussi bouchée qu'aujourd'hui. Sauf que le trafic n'y sera plus de 80 000 voitures par jour comme aujourd'hui, mais de 130 000 voitures par jour. On sait ce que vous allez dire. Oui, mais ça c'est des prédictions. On n'a pas de preuve que ça se produit réellement. Prenons l'exemple du tunnel du Bareil dans la région de Zurich. Il y a 25 ans, il y avait des bouchons et ça râlait. Alors il a été élargi en 2003. Immédiatement après, le trafic a fortement augmenté.
Au final, l'augmentation du trafic en 20 ans y a été de plus 40%, alors que dans le même temps, la population n'a augmenté que de plus 23%. Le trafic induit est d'autant plus fort si la route était surchargée avant son élargissement et si elle se situe dans un environnement urbain ou une agglomération. Or ça, c'est le cas de tous les projets sur lesquels nous voterons en novembre. On peut donc parier sans trop de risques que les autoroutes élargies seront à nouveau bouchées en moins de temps qu'il n'aura fallu pour réaliser les chantiers. Élargir ne sert donc à rien, si ce n'est permettre la croissance du trafic motorisé et enrichir les entreprises de béton et de la construction. Élargir les autoroutes entraînera indéniablement plus de trafic et donc plus d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants. Et ce, même le Conseil fédéral est obligé de l'admettre. Il l'écrit noir sur blanc dans son message concernant ces projets. Là-dessus, au moins, ils sont lucides. Élargir les autoroutes est donc absolument incompatible avec nos objectifs climatiques et ce, malgré ce que le lobby routier tente de nous faire croire quand il prétend qu'élargir les autoroutes pourrait être bénéfique pour le climat. À l'heure actuelle, les émissions dues au transport représentent un tiers des émissions totales de CO2 en Suisse, ce qui en fait le principal émetteur. C'est également le seul secteur dont les émissions ne diminuent pas, mais au contraire stagnent. L'industrie réduit ses émissions, les bâtiments aussi, même l'agriculture y arrive, mais pas les transports. D'ailleurs, avec l'adoption de la loi climat en juin 2023, la population suisse s'est engagée à réduire les émissions du secteur des transports de moins 57% d'ici à 2040 et de moins 100% d'ici à 2050. Pour suivre cette courbe, passer des voitures thermiques à des voitures électriques ne suffira pas. Il faut aussi et surtout une forte diminution du trafic motorisé. Si on prenait nos objectifs au sérieux, ces projets autoroutiers auraient dû être abandonnés immédiatement après l'adoption de la loi climat en 2023. Peut-on vraiment se permettre une telle aberration alors que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour inaction climatique ? Avec ces élargissements d'autoroutes, c'est en fait pire que de l'inaction climatique. On parle ici d'une action délibérée qui va aggraver encore davantage la situation. S'opposer à l'élargissement des autoroutes, ce n'est même pas réduire nos émissions, c'est simplement refuser de les augmenter encore. Et oui, on en est là, c'est désespérant. Et il y a encore une chose qu'on oublie souvent. La construction de ces projets autoroutiers, elle va engendrer des émissions grises importantes pour produire le béton, l'asphalte ou encore faire rouler des milliers de camions pendant les chantiers. Une étude a calculé que rien que pour ces 6 projets d'extension soumis au vote, il faut compter 1 million de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions du canton de Neuchâtel pendant une année. Ces 6 projets coûteraient à eux seuls 5,3 milliards de francs rien que pour leur construction. Alors que la Confédération coupe dans les budgets des trains de nuit, de l'aide au développement, des crèches ou encore des retraites, elle prévoit de gaspiller des milliards dans ces projets qui vont aggraver la situation climatique tout en n'apportant aucune solution en termes de mobilité. Et ce n'est que le début. La Confédération a dans ses tiroirs de nombreux autres projets pour les décennies à venir pour un coût total de construction de 35 milliards. Mais ce n'est pas tout. Au coût de construction, il faut ajouter l'entretien de ces routes, actuelles et futures. Ces coûts d'entretien sont estimés à 1,17 milliard par an et pourraient d'ailleurs augmenter encore à l'avenir, en raison de plusieurs facteurs. 1. Les dommages causés par le changement climatique, comme on a pu le voir cet été en Valais. 2. Les infrastructures vieillissantes qui nécessitent de lourds travaux de rénovation. Et 3. L'augmentation du nombre de voitures qui abîment toujours plus les routes. En effet, les infrastructures routières doivent être constamment renforcées, réparées et solidifiées. Et comme si ce n'était pas encore assez, le trafic motorisé engendre des coûts externes, énormes pour la collectivité. On parle de 20 milliards de francs par an pour la Suisse. Mais les coûts externes, c'est quoi ? D'abord, les frais liés à la santé, pour soigner les personnes atteintes de maladies causées par la pollution ou le bruit. On parle de plus de risques de cancer, de maladies respiratoires, de maladies cardiovasculaires, de stress, d'anxiété ou encore de démence, comme la maladie d'Alzheimer. C'est aussi bien sûr les coûts liés aux collisions sur la route. Les accidents blessent ou tuent chaque jour. Ce sont nos primes maladie qui augmentent pour financer les soins de ces personnes atteintes dans leur santé par la circulation routière. Les coûts externes, c'est aussi les atteintes à l'environnement, les dommages climatiques qui ne font qu'augmenter, mais aussi les habitats pour la faune et la flore qui sont perdus ou morcelés en raison des routes. Ces 20 milliards de coûts externes sont pris en charge par tout le monde, peu importe qu'on conduise un peu, beaucoup ou pas du tout. C'est aussi les générations futures qui payeront le prix de notre démesure automobile. Ce chiffre de 20 milliards vient d'un rapport de l'Office du développement territorial qui d'ailleurs n'a été publié que le 10 octobre dernier, après des semaines de blocage. Il semblerait que le ministre des Transports, Albert Rösti, ne voulait pas que ces chiffres sortent avant la votation. On le voit, l'idée selon laquelle les automobilistes assumeraient eux-mêmes l'entièreté des coûts liés à la voiture est très fausse. Tous les milliards qui sont gaspillés pour construire des routes et éponger les dommages du trafic manquent ailleurs. Or, la Suisse est déjà l'un des pays européens qui investit le plus par habitant pour ces routes.
Élargir les autoroutes signifie aussi empiéter sur des terres agricoles et raser des forêts. Pour élargir à 8 voies l'autoroute vers Berne, entre Wankdorf et Schönbrunn, ce ne sont pas moins de 13,4 hectares qui seraient bétonnés, soit l'équivalent de 19 terrains de football, dont des surfaces d'assolement. Entre Nyon et Genève, on parle d'environ 2 hectares de forêts détruites et d'au moins 4 hectares de terres agricoles, dont l'écrasante majorité en surface d'assolement. En réalité, ces chiffres sont très certainement sous-estimés. L'emprise sur les terres est bien plus grande. Il y a bien sûr l'élargissement lui-même sur tout le tracé pour passer de 4 à 6 voies, mais surtout la construction des jonctions à Coppet ou Vengeron et surtout à Nyon, où le projet consiste à créer 2 énormes boucles de chacune environ 100 mètres de diamètre. Ces boucles empiètent notamment sur le terrain d'un agriculteur qui verra une bonne partie de son domaine disparaître sous le bitume. Il est évidemment très opposé à ces projets. De nombreuses autres voix dans le monde paysan disent non à ces projets d'autoroute. Les agriculteurs et agricultrices de la région de Berne sont évidemment très opposés à ce qu'on détruise massivement leur outil de travail. L'organisation paysanne unitaire, la fêtière Agri-Genève, mais aussi la Chambre valaisanne d'agriculture appellent à voter non, car bétonner des terres agricoles, c'est les détruire pour toujours. La Confédération promet pourtant de compenser toutes ces surfaces agricoles. Mais les compenser où, au juste? Même les rapports d'impact de l'Office fédéral des routes le disent, il n'existe pas de surface d'un ordre de grandeur similaire où on pourrait compenser ces pertes. La Chambre valaisanne d'agriculture ne s'y trompe pas. Dans sa prise d'opposition pour le non aux élargissements d'autoroutes, elle dit clairement « La destruction de terres cultivables ne se compense pas. C'est une réduction définitive de la capacité de production alimentaire de notre pays. » En plus de cette destruction définitive de terres arables, il faut compter la destruction temporaire de surfaces importantes pour les emprises de chantier, pour stocker le matériel, les machines, sans parler des nuisances énormes des milliers de camions qui feront des allers-retours tous les jours. Alors qu'on dépend déjà énormément des importations pour notre alimentation et que l'agriculture est mise à mal par les conséquences du réchauffement climatique, on doit se demander, notre priorité est-elle vraiment de bétonner des surfaces agricoles pour tenter vainement de fluidifier le trafic motorisé ou plutôt utiliser ces surfaces pour nourrir la population ? Pour réduire le nombre de kilomètres parcourus en voiture, c'est évident. Il faut favoriser le transfert modal de la voiture individuelle vers d'autres modes de transport. Le vélo et la marche évidemment, mais aussi et surtout vers les transports publics. Sauf que l'élargissement des autoroutes va péjorer la situation des transports publics. Pourquoi ? Car pour les rendre plus attrayants, il faut 2 choses. Numéro 1, il faut améliorer les infrastructures en développant les réseaux de bus, de trams et de trains. Il faut mieux desservir tout le territoire. Il faut étendre les horaires, améliorer les fréquences et le confort. Numéro 2, il faut des prix plus attractifs. Même si posséder une voiture revient toujours plus cher que le tarif d'un abonnement général, le prix du billet reste encore trop souvent une barrière. Or, malheureusement, en Suisse, depuis 1990, les prix des transports publics ont doublé. Alors que pour la même période, les coûts liés à la voiture ont eux stagné, voire diminué si l'on prend en compte l'inflation. Mais ces projets autoroutiers, ils entrent aussi en conflit avec les transports publics sur le terrain, d'une manière très concrète. Pour prendre l'exemple du tronçon Nyon-Genève, il y a un besoin criant de construire une nouvelle voie de train. Or, cette nouvelle voie CFF devrait se situer en parallèle de l'autoroute. Élargir l'A1 rendrait donc le projet de nouvelle voie ferroviaire quasiment impossible, car techniquement très complexe et financièrement hors de prix. De plus, si nos villes doivent absorber tout le trafic supplémentaire qui proviendra de l'autoroute, elles ne pourront pas aménager des voies réservées aux trams et aux bus, pourtant si essentiels. Par exemple, le projet autoroutier à Saint-Gall prévoit de supprimer des sites propres pour les bus. Et surtout, les projets autoroutiers s'opposent au transport public d'un point de vue budgétaire. Le Conseil fédéral a récemment prévu des économies dans les trains de nuit et dans le trafic régional. Il prévoit déjà de supprimer des lignes de train et de bus qui seraient peu rentables pour faire des économies de quelques millions. Si on gaspille des milliards et des milliards dans des méga-autoroutes qui coûteront ensuite très cher à entretenir, l'argent manquera à coup sûr pour les transports publics. Les milieux automobiles nous répètent souvent qu'il ne faut pas opposer les modes de transport. Mais on voit ici que oui, ces modes s'opposent, aussi bien sur le territoire que dans leur financement. Les défenseurs des autoroutes nous promettent que ces élargissements vont permettre de canaliser les voitures et d'éviter que le trafic de transit ne traverse les villes et les villages. Cet argument paraît logique à première vue, mais en fait c'est absurde. Et pour une raison simple, aucun trajet en voiture ne commence ou ne se termine sur l'autoroute. Les gens ne travaillent généralement pas dans les restoroutes, ils ne dorment pas sur les aires de repos et ils n'organisent pas leurs loisirs sur la bande d'arrêt d'urgence. Toutes les voitures qui sont sur l'autoroute finissent dans les villes et les villages, là où il y a des logements, des emplois et des commerces. Si demain il y a plus de trafic sur l'autoroute, demain il y aura aussi plus de trafic dans les villes et les villages. On pourrait élargir l'autoroute à 6, 8, 10, 12 voies. Mais dans les localités, on ne peut pas élargir les routes. On ne peut pas démolir les bâtiments pour faire plus de place aux voitures. L'élargissement des autoroutes et l'augmentation du trafic qui en résultera ne feront donc qu'accentuer l'effet d'entonnoir.
avec à la clé toujours plus d'embouteillages à l'entrée de nos villes. Comme en Suisse, les sorties d'autoroute sont très rapprochées, aucune localité ne sera épargnée. Toutes les communes proches de l'autoroute se retrouveront donc rapidement engorgées par du trafic supplémentaire. L'Office fédéral des routes prévoit même dans son rapport que le trafic augmentera fortement à l'échangeur du Vengeron à Genève, mais aussi aux jonctions de Nyon et de Coppet. Il parle de 44 000 voitures supplémentaires chaque jour au Vengeron, 8 800 à Coppet et 7 000 à Nyon. À Nyon et Coppet, toutes ces voitures supplémentaires iront sur les routes cantonales et communales. C'est un cauchemar en prévision. Pour Genève, le nombre de voitures qui débouchera sur la route suisse devrait presque doubler. Et ces voitures viendront directement engorger les quais et les quartiers de la rive droite. Pourtant, les villes et les cantons ont mis en place tour à tour des plans climat, avec des objectifs notamment en termes de réduction du trafic. Comme par exemple le plan climat du canton de Genève, qui prévoit une réduction du trafic motorisé de moins 40% d'ici 2030 et de moins 80% d'ici 2050. La stratégie climatique de la ville de Genève vise aussi à réduire fortement le trafic. Le canton de Vaud vise aussi une réduction des émissions et la neutralité carbone. Toutes les autres villes concernées par des projets autoroutiers ont aussi des objectifs comparables. C'est clair, ces projets d'extension des autoroutes viendraient réduire à néant ces objectifs. Le ministre des Transports suisse Albert Rösti a déclaré en parlant des voitures électriques « Nous construisons aujourd'hui les routes pour le transport écologique du futur ». En gros, vous inquiétez pas, on va faire la même chose qu'aujourd'hui en voiture électrique et ça va résoudre le problème climatique des transports. En vérité, si la voiture électrique est sans doute à certains aspects moins pire que la voiture thermique, les progrès qu'elle promet sont insuffisants, trop lents et très incomplets. Insuffisants d'abord. Du point de vue du climat, ça ne fait pas de grand doute. Les voitures électriques permettent indéniablement de réduire les émissions de CO2. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une voiture thermique, c'est polluant à fabriquer, mais c'est surtout très polluant à l'usage. Chaque kilomètre parcouru émet du CO2. Les voitures électriques, c'est un peu l'inverse. À cause de la production des batteries, elles sont très polluantes à fabriquer et relativement peu polluantes à l'usage, si l'électricité est issue des énergies renouvelables. En gros, avec les voitures électriques, on délocalise une partie de la pollution dans les pays qui produisent des batteries. Les émissions de CO2 qu'on évite sur nos routes en Europe sont émises en amont dans les usines de batteries en Chine ou ailleurs. Or, une tonne de CO2 émise ici ou ailleurs a exactement le même effet sur le climat. Il faut donc absolument regarder l'ensemble du cycle de vie des voitures, production, utilisation et recyclage. Or, les analyses de cycle de vie sont claires. Une voiture thermique émet environ 260 grammes de CO2 au kilomètre aujourd'hui en moyenne. Une voiture électrique environ 130 grammes de CO2, soit moitié moins. Avec les progrès technologiques attendus, ce chiffre pourrait éventuellement descendre à 85 grammes de CO2 par kilomètre. Certaines projections parlent même de 57 grammes par kilomètre à l'horizon 2050. Le train, quant à lui, émet déjà seulement 7 grammes de CO2 par personne et par kilomètre et son efficacité devrait encore s'améliorer. À cela, il faut ajouter que l'extraction des minerais précieux comme le lithium, le cuivre ou le cobalt nécessaires pour les batteries pose de nombreux problèmes du point de vue des droits humains là où ils sont extraits. Les voitures électriques viendront aussi trop tard pour nos objectifs climatiques. Les ventes de voitures électriques neuves sont assez importantes, mais en 2023, les voitures entièrement électriques ne représentaient que 3,5% du parc automobile en Suisse. Une flotte entièrement électrique est donc encore une perspective lointaine. Pour respecter les objectifs climatiques et réduire nos émissions des transports de moins 57% d'ici 2040, l'électrification ne suffira pas et arrivera trop tard. De plus, les voitures électriques ne résolvent pas d'autres problèmes majeurs du système automobile. Le bruit, par exemple. Si à basse vitesse, une voiture électrique fait beaucoup moins de bruit qu'une voiture à essence, à partir de 30 km/h environ, elle fait autant de bruit, car ce qui domine, c'est le bruit de roulement des pneus sur l'asphalte. Sur l'autoroute, il n'y aura donc aucune différence de bruit. Il y a aussi le problème de l'abrasion des pneus. Puisqu'elles sont plus lourdes à cause des batteries, les voitures électriques provoquent jusqu'à 30% de pollution microplastique en plus. Enfin, soyons clairs, quel que soit le mode de propulsion, déplacer 2 tonnes de tôle pour transporter une personne est tout simplement inefficace et contraire à toute notion de sobriété énergétique. À cela, il faut encore ajouter le risque de l'effet rebond. Quand une voiture électrique semble moins polluante et qu'elle coûte moins cher au kilomètre, cela pousse parfois à l'utiliser davantage qu'on ne l'aurait fait avec une voiture thermique. Ainsi, en Norvège par exemple, on a constaté que certaines personnes font désormais en voiture électrique les trajets qu'elles auraient auparavant faits en bus ou à vélo. Finalement, il faut souligner un risque. Les voitures électriques pourraient concurrencer l'usage de l'électricité pour d'autres besoins essentiels. Lorsqu'il faudra alimenter en courant des centaines de milliers, voire des millions de véhicules électriques, est-ce qu'on aura assez d'électricité renouvelable? Et alors que chacun prend soin d'éteindre la lumière en sortant d'une pièce, on gaspillerait du courant pour laisser rouler des gens seuls dans d'énormes SUV électriques? Les choses semblent claires. La solution n'est pas de transférer simplement le parc automobile actuel thermique vers des voitures électriques demain. Il faut surtout d'abord une réduction du nombre de voitures et du nombre de kilomètres parcourus.
Les routes et le trafic ont un impact très négatif sur la biodiversité. Le bruit, la pollution de l'air et les particules de pneus pèsent lourdement sur la faune et la flore. De manière générale, les autoroutes en soi sont des barrières quasiment infranchissables pour de nombreuses espèces, ce qui fragmente et segmente le territoire, menant à un appauvrissement génétique des espèces qui se retrouvent alors isolées. Cet appauvrissement réduit la capacité des espèces à s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Et dans un climat qui change très rapidement, cela devient fatal pour de nombreuses espèces. Concrètement, le projet entre Nyon et Genève traverserait même une zone d'habitat de batraciens protégée à l'échelle nationale. Mais l'impact des routes ne se résume pas uniquement à la fragmentation des habitats. On peut également citer la pollution des microplastiques. L'abrasion des pneus représente 90% des microplastiques retrouvés dans la nature en Suisse. Et ces particules de pneus ne se retrouvent pas uniquement aux abords des routes et dans les sols. On en trouve également dans des lacs de montagne, comme l'a démontré une étude exploratoire menée par Summit Foundation et les PFL. Certains additifs chimiques utilisés dans les pneus ont été retrouvés dans les eaux et les sédiments de nombreux lacs de montagne de moyenne et haute altitude en Suisse. Ces microplastiques issus de l'abrasion des pneus se retrouvent donc partout. Qui dit voiture dit bruit, essentiellement causé par le roulement des pneus sur la route. Or, la pollution sonore est aussi une menace majeure pour la biodiversité, car les animaux ont besoin de communiquer, et l'effet négatif de ces bruits peut affecter la faune sur une distance allant jusqu'à 2 km autour des routes. À la pollution sonore vient s'ajouter la pollution lumineuse, causée par les phares des voitures qui perturbent alors les cycles circadiens des espèces, humains y compris. Enfin, la pollution atmosphérique affecte tout autant la santé des animaux que celle des humains. Les projets d'autoroute viennent rarement seuls. Chaque nouvelle voie, chaque nouvelle jonction autoroutière entraîne dans son sillage la construction de parkings, de centres commerciaux, de lotissements, de lieux de loisirs, souvent accessibles uniquement en voiture. Tout ça contribue à aggraver encore la dépendance automobile dans nos territoires. Parce qu'élargir les autoroutes ne crée pas seulement du trafic induit, mais aussi un urbanisme qui répond au modèle du tout-voiture. L'autoroute facilite l'accès à des lieux plus éloignés, ce qui participe à l'augmentation des distances entre le domicile, le lieu de travail, les commerces et les activités de loisirs. On crée un étalement urbain et un mitage du territoire qui ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, depuis 2 siècles, le temps qu'on consacre au déplacement reste globalement stable, environ 1 heure par jour. Sauf que les distances, elles, ont beaucoup augmenté. Alors qu'on parcourait 5 km par jour avant, on parcourt désormais plutôt autour de 30 km par jour. On utilise la vitesse non pas pour diminuer le temps passé dans les transports, mais plutôt pour augmenter les distances entre nos activités. Or, pour faire face aux défis écologiques et énergétiques, nous devons réaliser un véritable tournant en matière de transport. Pour ça, il nous faut un aménagement du territoire plus compact qui favorise la proximité à l'image de la ville à 15 minutes. Le travail, les loisirs, les commerces, les soins et l'éducation devraient être accessibles en peu de temps, à pied, à vélo ou en transport public depuis chez soi. Élargir les autoroutes nous éloigne encore un peu de cet objectif. Et ce modèle de développement nous pose aussi problème pour l'adaptation au changement climatique. Les voitures occupent beaucoup d'espace pour circuler bien sûr, mais aussi pour stationner. Ça pousse à asphalter des surfaces importantes. Or, plus on imperméabilise les sols, plus on freine l'infiltration des eaux et plus on se rend vulnérable face aux pluies extrêmes qui ne manqueront pas de s'intensifier encore et encore avec le changement climatique. Ce cercle vicieux doit être stoppé au plus vite. Alors que la Suisse ne prend pas les mesures qui s'imposent pour amorcer un vrai tourment en matière de transport, d'autres pays vont de l'avant. Le Pays de Galles a récemment abandonné plusieurs projets d'autoroutes en imposant des conditions très strictes aux nouvelles routes. Pas de hausse des émissions de CO2, ni du nombre de voitures ou de la vitesse. L'argent initialement prévu pour le développement de ces routes sera désormais investi dans le développement d'autres modes de transport et dans l'entretien de l'infrastructure routière existante. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le gouvernement fédéral du Canada a annoncé qu'il ne voulait plus investir dans de nouveaux grands projets d'infrastructures routières. Certains États aux États-Unis freinent aussi l'extension de leurs routes. L'État du Colorado a adopté en 2021 une règle qui exige que chaque nouveau projet d'extension routière soit conforme aux objectifs de baisse des émissions de CO2. En conséquence, de nombreux projets autoroutiers ont alors été abandonnés parce qu'ils sont incompatibles avec ces objectifs climatiques. Les États du Minnesota, du Maryland et peut-être de New York sont en passe de suivre cet exemple. Le Forum international des transports et l'Agence internationale de l'énergie le disent aussi. Il faut arrêter d'élargir les routes, mais plutôt organiser la réduction du trafic. Ils préconisent aussi une limitation de vitesse de 100 km/h sur toutes les autoroutes à partir de 2030, ce qui permettrait déjà de réduire les embouteillages sans élargir les voies. Cela permettrait aussi de réduire la consommation d'essence et donc les émissions de CO2. Finalement, en France, de nombreux projets de construction d'autoroutes suscitent une forte opposition de la part de la population. C'est le cas de l'A69 entre Toulouse et Castres, mais également proche de chez nous, entre Thonon et Machilly. Nous saluons et apportons tout notre soutien à leur mobilisation. Le changement climatique est en train de s'accélérer
et il ne se passe presque plus qu'un jour sans événements climatiques catastrophiques. Pluies diluviennes, inondations, coulées de lave torrentielle, incendies géants, etc. La Suisse a connu plusieurs épisodes dramatiques cet été 2024, notamment en Valais, au Tessin, dans les Grisons ou dans la région de Berne. On voit bien qu'on ne peut plus continuer à foncer dans le mur, comme si de rien n'était. Comme l'a si bien résumé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, nous sommes sur une autoroute vers l'enfer climatique et nous appuyons sur l'accélérateur. En votant non le 24 novembre, nous pourrons faire en sorte que la Suisse appuie enfin sur le frein. Rappelons d'abord que ces projets n'ont rien d'une solution immédiate qui résoudrait d'un coup de baguette magique les embouteillages. En effet, les automobilistes subiraient d'abord une dizaine d'années de travaux qui impacteront fortement la circulation. Sur l'A1 entre Genève et Nyon, le début de ces travaux commencerait au plus tôt en 2033 pour une mise en service en 2041 au mieux. On parle donc de projets qui ne verront pas le jour avant 15 ans. On construit donc ces infrastructures pour les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans et pour ceux qui ne sont pas encore nés. Or, cette jeune génération est beaucoup moins attachée à la voiture que les précédentes. Le passage du permis se fait plus tard, les jeunes aujourd'hui aspirent beaucoup moins à circuler tous les jours en voiture. À l'ère des smartphones et des ordinateurs portables, les transports publics permettent de rendre le temps de transport plus utile, alors que la voiture oblige à rester concentré derrière un volant. Et on peut aussi se demander, en 2050, est-ce que notre priorité sera vraiment de faire circuler un maximum de véhicules de 2 tonnes occupés par une seule personne ? Il existe pourtant déjà aujourd'hui de vraies solutions qu'on pourrait mettre en œuvre avec les milliards prévus pour les autoroutes. On pourrait investir massivement dans les transports publics, en ville comme en périphérie. Ça permettrait d'améliorer le réseau, d'augmenter la fréquence des bus, des trains, des trams, mais aussi de baisser les tarifs pour les rendre plus attractifs. On pourrait créer des pistes cyclables sécurisées dans les villes et agglomérations comme en campagne pour démocratiser la pratique du vélo, faciliter l'accès au vélo électrique et au vélo cargo afin de les rendre plus accessibles au plus grand nombre et à tous les âges. On pourrait aménager des espaces piétons agréables qui donnent réellement envie de se déplacer à pied. On pourrait réduire la vitesse des voitures, ce qui améliore la fluidité sans dépenser un seul centime. On pourrait, si besoin, décaler les horaires de travail ou favoriser la pratique du télétravail pour soulager les heures de pointe dans les transports. Nous devons dès maintenant opérer un tournant dans les transports, notamment en aménageant le territoire de manière plus compacte pour favoriser la proximité. C'est le concept de ville à 15 minutes. Le travail, les loisirs, les commerces, les soins et l'éducation devraient être accessibles en peu de temps à pied, à vélo ou en transport public depuis chez soi. Vous avez désormais 10 arguments pour voter non le 24 novembre au projet d'élargissement des autoroutes, mais également pour convaincre vos proches de faire de même. Le vote sera serré, chaque voix compte. Alors d'ici là, parlez-en le plus possible autour de vous. Partagez cette vidéo à votre famille et amis ou sur vos réseaux sociaux. Et finalement, n'hésitez pas à partager en commentaire d'autres points que l'on n'aurait pas abordés dans cette vidéo, mais qui peuvent convaincre de voter non le 24 novembre prochain. On compte sur vous.